Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Comment vous portez-vous? Bien, j'espère. Une des résolutions du mois de janvier serait de nous éloigner plus souvent de nos appareils électroniques. Pas facile d'éteindre tout le temps son cellulaire et ainsi de lutter contre cette technoférente galopante. Ce mot combine technologie et interférence. Il y a déjà 10 ans, en 2012, le chercheur en psychologie familiale Brandon McDaniel notait ainsi la multiplication dans notre quotidien des interruptions liées aux technologies. Répondre au téléphone alors que notre enfant demande notre attention, naviguer sur les réseaux sociaux sur nos heures de travail. Une étude australienne datant de 2019 montrait qu'une femme sur 4 et près d'un homme sur 6 pourraient se qualifier d'utilisateurs problématiques de téléphone portable. Les 18-24 ans forment toutefois la catégorie champion de cet usage inconsidéré, avec près d'un jeune adulte sur 2 ou 40,9% de ce groupe d'âge. Au sein de toutes les régions du Québec, un programme de lutte contre la cyberdépendance sera mis en place ce printemps. Encore faut-il reconnaître le problème, surtout qu'être connecté présente de nombreux avantages, particulièrement en régions éloignées. Et parfois, c'est même le travail qui nous y oblige, d'où l'importance du droit à la déconnexion, un droit reconnu en France depuis 2017. Alors, entreprendre une désintoxication numérique, est-ce une aspiration possible? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous parlons aujourd'hui de désintoxication numérique, de technoférence et de technophobie, de nombreux termes pour décrire la relation parfois malsaine que nous avons avec nos écrans. Pour en parler, je suis en compagnie de Julie Maillet, coordinatrice de la campagne sociétale Volet Famille de Pause de Capsana, une organisation québécoise à voix sociale. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jean-François Biron, chercheur expert à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Vous êtes un expert sur les habitudes numériques, les jeux de hasard et d'argent. Bonjour. Bonjour. C'est bien ça? Oui, absolument, oui. Donc, pour commencer, il faut faire un constat. Nous vivons dans une société hyper connectée où il est parfois difficile de trouver du temps pour soi sans écran et parfois du temps pour les autres en commençant par notre famille. Et je suppose que la pandémie n'a pas arrangé les choses. Pourtant, cette habitude d'hyperconnexion au quotidien a commencé bien avant cela. Tout d'abord, pourquoi sommes-nous si facilement absorbés par nos écrans, Madame Maillet? Oh mon Dieu, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est effectivement l'outil en tant que tel, l'écran, l'Internet, qui nous pousse à nous connecter, qui est conçu pour aller jouer avec la dopamine, dans la zone du plaisir qu'on a envie de rechercher, qu'on a envie d'avoir. Donc, on peut parler, quand on parle d'Internet, on parle de notifications, on parle du fait que quand on est sur les réseaux sociaux, on peut regarder à l'infini. Si on pense à des plateformes de streaming en mauvais français, la possibilité de regarder épisode après épisode en lecture automatique. Donc, c'est vraiment l'outil en tant que tel nous pousse à retourner déjà sur nos écrans. Après, on peut penser aussi à ce qu'on appelle dans le jargon le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est cette sensation de quand on n'est pas connecté, de peut-être passer à côté de certaines choses que nos amis vivent. Et l'Internet est là aussi pour nous rappeler tel ami qui t'invitait à aller à tel endroit. Moi, je voudrais y aller aussi. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances. Oui, donc le FOMO, tout ça, la dopamine, l'Internet, il y a sûrement d'autres choses aussi, mais à proprement parler, c'est ça qui me vient en tête. En plus, c'est petit et ça se met dans la poche pour le téléphone. Ben oui, tout à fait. C'est accessible presque en tout temps. C'est rendu
abordable quand même. Les compagnies s'arrangent aussi pour que nos forfaits s'augmentent, qu'on change de téléphone avec les dernières technologies rattachées à ça. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là. Puis, on peut aussi parler, évidemment, des algorithmes aussi qui font que le contenu qui nous est proposé vient jouer sur nos centres d'intérêt. Donc, on a envie d'en connaître plus, d'en savoir plus, de participer à quelque chose. Oui. Monsieur Biron, parlez-nous un peu des habitudes des gens avec ces appareils connectés. Ben, en fait, oui, on appelle ça clairement les habitudes numériques parce que, comme le disait Julie, c'est un petit peu ça, ça s'est intégré graduellement dans les habitudes. Et il faut surtout pas oublier que si ça s'est intégré dans les habitudes, c'est que c'est fort utile. Hein? Donc, il y a vraiment un volet qui est plutôt presque incontournable, c'est-à-dire nos transactions bancaires, par exemple, le fait de s'inscrire à des cours dans les universités, tout ce qui est pratico-pratique maintenant passe par les technologies. Et donc, on n'a pas le choix d'avoir une certaine littératie et de développer ces habitudes-là. C'est un petit peu comme ça que ça se fait. Et l'autre partie, c'est un petit peu dans le cadre des loisirs. C'est un petit peu la même chose. Faut pas oublier que ça part quand même du plaisir d'abord, du fait de les jeunes aiment ça jouer à des jeux vidéo, les moins jeunes aussi maintenant quand même jusqu'à un certain point, suivre un petit peu ce qui se passe, s'informer, l'accès à l'information. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et le réflexe qu'on a quand on a des questions, mais des fois en famille, c'est qu'on va tout de suite vérifier sur notre ami Google ou sur les moteurs de recherche. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est développé. Et il y a quelque chose qui est assez aussi important, c'est de savoir c'est que ça se développe pas comme ça par soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre les internautes et les plateformes et les producteurs de contenu. Et tout n'est pas prévu. Le phénomène des YouTubers, par exemple, ne s'est pas développé parce qu'il était prévu. Il s'est développé parce que il y a une appropriation de la population. Et dans le fond, ce que font les développeurs, c'est qu'ils regardent les usages et ils corrigent constamment, dans le fond, les plateformes ou les contenus, ce qui fait qu'au bout du compte, ça devient toujours de plus en plus intéressant. Et donc, c'est un petit peu pour ça que ça s'inscrit dans les habitudes numériques des gens. Voilà. Oui. Est-ce que c'est facile de se contrôler, ce qu'on peut appeler un petit peu une addiction, là? Je ne sais pas si c'est le terme est fort, Madame Meyer. Ben, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont en mesure, effectivement, de profiter des bienfaits des écrans qui sont effectivement multiples, d'être en relation avec les autres, d'aller chercher de l'information, de se divertir, de s'instruire. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont cette capacité-là d'avoir une vie assez équilibrée en ligne versus hors ligne. Pour d'autres personnes, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Là, bon, ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être pour de l'isolement, par exemple. Oui, de l'isolement, ça peut être. Il y a tellement de facteurs. Et pour ces personnes-là, effectivement, les écrans peuvent devenir une espèce de, je veux pas dire une bouée, mais peut devenir une béquille. Tiens, ce serait peut-être le mot que j'utiliserais. Et où là, c'est plus difficile d'avoir une utilisation équilibrée. Moi, ce que je trouve important de mentionner, c'est que on entend souvent, premièrement, 2 mots. Ah, t'es cyberdépendant. Mettons un peu de nuance sur la cyberdépendance. Là, c'est un grand mot, la cyberdépendance. Là, c'est, moi, j'ai plus dans une utilisation peut-être une surutilisation, une utilisation intensive ou peut-être pas adéquate. Donc, il y a ce côté-là. Et des fois, on parle à des personnes qui ont une difficulté avec leur gestion des écrans et on va leur dire, c'est un manque de volonté personnelle. C'est pas juste un manque de volonté personnelle, c'est plus complexe que ça. Ouais. Oui, il y a eu aussi la pandémie, et la pandémie a eu une influence sur les jeux de hasard et des jeux d'argent en ligne, Monsieur Biron? Ben, ça a eu, en fait, un impact sur l'ensemble des habitudes numériques parce que, en fait, ce qui était à ce moment-là demandé à la population, c'est de couper les interactions. Et nous, c'est sûr qu'on a mené une étude là, qui l'a bien documentée chez les adolescents, qui est parue, ça fait moins d'1 an quand même. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une grosse augmentation à peu près dans tous les usages, surtout bon, évidemment, il y avait aussi l'école à distance, il y avait les usages pratico-pratiques qui avaient augmenté dans cette population-là. Ça, on l'a moins documenté, mais tout
tout ce qui était consultation de médias sociaux, jeux vidéo, visionnement en ligne, ça a augmenté. Puis évidemment, des statistiques qui montraient également que chez les adultes, il y avait quand même un recours plus important aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Mais c'est clair que si vous coupez les espaces de socialisation, les activités qui se font hors ligne, que vous encouragez les interactions à distance parce que vous voulez protéger la population de la transmission d'infection, c'est clair que le contexte a beaucoup contribué à une augmentation des habitudes numériques à ce moment-là. Ceci dit, on va faire un second coup de sonde là, très bientôt pour savoir où est-ce que ça en est maintenant. Jusqu'à quel point maintenant, finalement. Donc, Madame Meyer, selon vous, la désintoxication numérique serait illusoire. Donc, finalement, mes belles résolutions de lâcher mon téléphone... En fait, je dis pas que c'est illusoire. Premièrement, désintoxication. Est-ce qu'on parle d'une désintoxication d'une journée, une semaine, un mois, un an? Les technologies, comme disait Jean-François, les technologies, le milieu, le contexte social d'hyperconnectivité est là. Donc, se dire qu'on va se couper des écrans, je vois pas pourquoi on le ferait de toute façon, parce qu'il y a quand même plusieurs bienfaits. Par contre, nous, à la Campagne Pause, c'est vrai que ce qu'on organise, c'est des 24 heures de déconnexion. Et là, je trouve ça intéressant parce que l'idée, encore une fois, tout à l'heure, on en parlait, il y a des personnes qui développent une utilisation plus problématique, d'autres non, mais un 24 heures permet un pas de recul, permet de dire, je vais l'essayer, voir. Est-ce que j'ai des difficultés avec des applications? Est-ce que j'ai des difficultés avec des moments dans la journée? Est-ce que je mets des gens de côté? Est-ce que je mets des activités de côté? Donc, plutôt que de parler de désintoxication, moi, je privilégie plutôt cette espèce de quête d'équilibre et donc de trouver de prendre des moments de pause. Pour nous, pour notre bien-être, santé mentale, physique, et pour nos relations, et puis dans toutes les sphères de notre vie, finalement. Oui, de reprendre un peu le contrôle. Tout à fait. En fait, c'est le nom de Pause, c'est le nom de votre campagne. Ça consiste en quoi, exactement? Mais Pause fait vraiment la promotion d'une utilisation équilibrée des écrans. On essaye vraiment d'encourager les personnes à faire un usage qui leur fait du bien. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? Les écrans font partie de nos vies. Ça me fait du bien, j'en profite, j'en tire parti. Ça, non, ça commence à avoir des impacts. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ces méfaits dans ma vie. Oui. Monsieur Biron, quand ça nous fait pas du bien, justement, qui sont peut-être les plus touchés par une dépendance ou une cyberdépendance, même si Madame Meyer ne veut pas que je prononce ce mot-là. Est-ce que ce sont les jeunes? En fait, moi je trouve qu'une bonne façon de le voir, c'est d'abord regarder comme il y a des habitudes numériques globalement qui sont essentielles pour fonctionner en société, dans notre travail et tout ça. Et on en fait certains dans nos loisirs également qui peuvent être tout à fait, qui nous apportent du plaisir. Là où ça commence à être problématique, c'est quand on développe des mauvaises habitudes numériques. Je trouve que c'est une belle façon de l'amener. C'est-à-dire que, un peu comme dans l'alimentation, par exemple, on doit manger et on peut bien manger, trop manger, mal manger, bien manger. Donc, je pense qu'il y a un parallèle. Évidemment, là, il y a des adaptations. C'est pas parfait comme comparaison. Je pense que les gens peuvent le faire. Et donc, on est plutôt dans des mauvaises habitudes. Ça touche quand même une bonne proportion. Les gens qui voudraient en faire moins ou les gens qui vont voir des méfaits sur leur sommeil, sur leurs relations, sur la capacité de mener d'autres travaux ou leur activité physique. Donc, tu sais, ça va prendre un peu de place. Et dans certains cas, ça peut devenir vraiment très, très important là, quand on parle d'utilisation problématique d'Internet, qui est reconnu quand même au niveau des jeux vidéo. Là. Il peut vraiment avoir une dépendance qui peut se développer à ce moment-là. Donc, voilà. Et les méfaits, bien évidemment, c'est sur la qualité de vie, sur la santé mentale, sur la santé physique. Là, ils sont quand même assez documentés. Et passé un certain seuil, là, quand les gens font en moyenne plus de 4 heures ou 5 heures, selon nos études, à l'échelle de la population, on voit quand même qu'il y a une différence entre les populations qui en font plus et les populations qui respectent, disons, une utilisation plus restreinte. Nous avions parlé ensemble du numérique et de la santé mentale des jeunes. Ça, c'était il y a à peu près 2 ans, une émission en 2020. En fait, les jeunes sont pas mal touchés parce qu'ils passent beaucoup de temps. Une étude australienne nous parlait justement qu'il y avait près de 40% des jeunes qui avaient une surconsommation des écrans. Donc, est-ce qu'on doit
peut-être s'inquiéter un peu plus pour les jeunes, ou parce que ce sont des gros consommateurs, même si peut-être moi je suis une grosse consommatrice, je ne sais pas. Mais en fait, oui. Pourquoi le focus porte beaucoup sur les jeunes, c'est que c'est une étape de la vie où on construit nos habitudes d'une part et où on se développe. Et là, on a besoin de bouger et on a besoin, dans le fond, de notre physique, notre santé mentale, les apprentissages qu'on fait, les compétences qu'on développe vont nous suivre longtemps. Et quand, disons, si on développe une utilisation problématique alors qu'on est à l'adolescence, on peut prendre des retards dans son développement et dans son parcours scolaire, académique, et ça peut rester. C'est une des raisons. Ceci dit, nous, les études qu'on a fait montrent quand même que chez les retraités, par exemple, les personnes qui ne travaillent plus, ils passent beaucoup de temps sur les écrans dans le cadre des loisirs, mais ils en ont plus de temps également. Sauf que les gens s'inquiètent quand même parce que c'est important de bouger quand on est une personne âgée, c'est important de continuer à stimuler. Donc, je vous dirais que on s'inquiète un peu pour tout le monde. Oui, mais pour les deux spectres. Pour les deux spectres, il y a quelque chose, il en faut un petit peu plus pour des raisons un peu différentes. Mais disons que les enjeux de santé changent avec le niveau de développement. Disons, les 0-5 ans, c'est pas du tout la même chose que les 5 à 12 ans. Puis quand on est adolescent, les enjeux vont changer quand même. Oui. Quand on développe sa motricité fine ou, disons, sa relation aux autres en 3 dimensions, le volet socio-affectif, quand on a moins de 5 ans ou encore moins de 2 ans, c'est pas du tout les mêmes enjeux que quand on est à l'adolescence, où on regarde, on essaie on prend de l'autonomie et on essaie de ressembler aux pères, à nos pères, c'est-à-dire nos proches, nos amis, et où on s'éloigne un peu de la famille. Donc, c'est plus la notion d'identité qui va te solliciter à ce moment-là. Oui, justement, parlons-en un peu de la famille. Madame Maillard, comment se manifeste la technoférence? C'est en fait de remplacer une relation... Je dirais pas de remplacer. En fait, la technoférence, c'est que, oui, la technologie va interférer dans les relations. Le plus bel exemple que je peux donner, et là, ça va trahir mon âge, mais quand j'étais jeune, non, mais je veux dire, on regardait la télévision tous ensemble. Bon, il y avait 4 postes de télévision, mais on regardait tous la télévision. Grosse famille ou grosse maison? Non, 4 chaînes de postes de télévision, je précise. Pas 4 télévisions du tout, il y en avait une. Mais on était tous ensemble et on regardait une émission ensemble. En 2023, effectivement, la plupart des personnes vont avoir leur tablette, leur écran, leur ordinateur, la télévision, et chacun est dans son coin et donc va regarder son émission, son épisode ou va faire quelque chose en ligne. Donc, cette notion-là, des fois, que la technologie va un peu nous isoler. Mais on a plein d'exemples autour de nous. On peut aller dans un parc, été comme hiver, voir des enfants jouer dehors et leurs parents sur leur téléphone. On peut aller dans un restaurant, voir un couple ou une famille et puis chacun a son écran. Donc, l'idée, c'est pas de dire, encore une fois, que les technologies, c'est mauvais. C'est juste de dire qu'il y a peut-être des moments qui sont peut-être moins appropriés. Parce que si la personne regarde son écran et qu'elle n'est pas en interaction avec nous, c'est sûr que ça coupe la communication, et encore plus, je trouve, pour les parents de plus jeunes enfants, où là, l'enfant se sent comment concrètement? L'écran devient le centre d'attention du parent. L'enfant est un peu seul dans son coin. Donc, c'est là, je pense, où il faut se poser des questions par rapport à nos habitudes. On vient aux habitudes numériques. Oui, on parlait de modèles, justement. Quand on voit nos parents qui sont sur leurs écrans, d'abord, on veut un écran quand on est enfant, et puis on veut faire pareil. Oui, mais en fait, la technoférence aussi, c'est ce qu'on voit. J'ai consulté un peu la littérature là-dessus. Puis, ce que j'en retiens, en fait, c'est que ça peut amener, surtout chez les jeunes enfants, des différentes stratégies. Parce que c'est sûr que si ton parent, son attention est intermittente, l'enfant va peut-être développer des stratégies d'interaction qui sont différentes. Et puis, ces stratégies-là peuvent rester peut-être et s'ancrer dans la personnalité du jeune ou faire sortir certains traits qui sont Donnez-nous un exemple de ça. Par exemple... Des cris? Oui, pour attirer des cris pour attirer l'attention ou des stratégies. Oui, ça peut être des gestes ou des bêtises. Je dirais peut-être pas des bêtises. Et on appelle ça des fois des comportements extériorisés, peut-être plus d'agressivité, parce que dans le fond, on recherche l'attention davantage. Là. Ouais. Oui. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca.
Madame Ayer, les facteurs de dépendance et de cyberdépendance, est-ce qu'on peut quand même identifier certaines choses ou certaines fragilités? Mais quand on parle de dépendance, en règle générale, il y a toujours ce qu'on appelle des facteurs de risque et des facteurs de protection. Par rapport aux écrans, les facteurs de risque, c'est vrai qu'on peut parler, tout à l'heure on a parlé des facteurs liés à l'Internet, mais il y a quand même des facteurs au niveau de l'âge. Donc, quand on est jeune, le cerveau n'est pas encore complètement développé. Donc, des fois, un manque de maturité, pas toujours la capacité d'autocontrôle, dépendamment de quel âge on parle. Il commence à avoir certains liens à approfondir, mais auprès de jeunes qui ont, par exemple, un trouble de déficit d'attention, des jeunes qui ont une prédisposition aussi à avoir certains troubles dépressifs. Maintenant, la question qui se pose encore, alors je ne sais pas si Jean-François a lu quelque part cette réponse-là, mais est-ce qu'une personne qui a des symptômes dépressifs va se tourner vers les écrans pour pallier, ou c'est parce qu'elle est sur les écrans qu'il y a des symptômes dépressifs qui apparaissent? Donc, c'est pas toujours clair là, lequel est avant. Des problèmes, c'est finalement. ça. Mais oui, on peut quand même dire qu'il y a des au niveau de l'âge, au niveau de la santé mentale, les écrans vont à ce moment-là avoir une fonction différente dans la vie de ces personnes-là. Oui, Monsieur Biron, nos fragilités. Ben, moi, je vous dirais qu'il y a quand même une partie qui vient quand même de l'usage particulier qu'on fait, parce qu'on parle de, si on amène ça dans le champ de la dépendance, on est dans une dépendance qui est sans substance. Donc, il n'y a pas de contact avec une substance comme avec la nicotine ou avec l'alcool ou avec une drogue quelconque qui vient agir sur notre cerveau. Ce qui va agir sur notre cerveau, en fait, c'est la gratification, la stimulation de la zone de plaisir. Et puis, il y a des avancées assez intéressantes qui sont faites en neuropsychologie là-dessus. On comprend un petit peu mieux ça. Et c'est pour ça qu'on, par exemple, si on prend l'exemple des jeux vidéo, c'est un petit peu ça, c'est qu'il va y avoir d'une part, ça prend une activité qui n'a pas de fin ou qui dure très longtemps là, pour que la personne puisse... Et puis, dans le fond, la personne, c'est en jouant que son cerveau va amener une forme de stimulation qui va sécréter, dans le fond, qui va stimuler le plaisir et sécréter de la dopamine. Et puis, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que, la personne va rechercher à avoir toujours ce plaisir-là. L'autre bout, c'est clair que si c'est très gratifiant ce qu'on fait sur les jeux vidéo, alors qu'on a d'autres défis dans notre vie qui vont moins bien. On est à l'adolescence, notre corps change, on doit s'adapter dans les relations, tout ça. Et donc, des fois, ça peut être difficile, l'adaptation psychosociale. Et là, dans le fond, ce qui peut arriver, c'est on va investir peut-être ce qui est plus gratifiant pour nous et ça va finir par prendre toute la place. Et donc, c'est un petit peu comme ça. Puis évidemment, si on parle des symptômes, là, c'est vraiment ça, c'est que la personne va devenir irritable quand elle n'a plus accès à son jeu ou à son utilisation privilégiée. Exactement, elle va devenir irritable. Et donc, on va avoir des symptômes de sevrage et tout ça. Et puis, dans le fond, la personne, finalement, va avoir des méfaits qu'on a peut-être nommés un petit peu plus tôt là, sur son sommeil, sa qualité de vie, peut-être même ses finances dans certains cas. Et elle va quand même continuer et investir malgré la présence. Et dans le fond, elle devient incapable d'arrêter. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ça fait penser à la machine à sous. Ça fait penser tout à fait, oui. En fait, c'est la même chose. C'est une dépendance sans substance. C'est une dépendance sans substance qui se développe. Mais on voit quand même que ça peut être des dépendances qui sont très, très puissantes. Oui. En mode solution, il y a le droit à la déconnexion. Ça, c'est un droit qui est reconnu en France depuis 2017. L'Ontario serait la première province canadienne à avoir légiféré en juin dernier en matière de droit à la déconnexion, avec une loi qui obligerait les employeurs des entreprises comportant 25 employés à tenir compte de ce besoin-là de repos et de se couper des écrans. Donc, pourquoi c'est important d'encadrer ce droit à la déconnexion? Mais d'ailleurs, au Québec, Québec solidaire essaie d'avancer un projet de loi qui est similaire. En fait, et c'est encore plus important, je trouve, depuis le début de la pandémie, en télétravail, où c'est tellement facile de se laisser... convaincre, oui. Ou se convaincre soi-même d'être indispensable. Mais je pense que c'est important d'avoir des moments pour nous. Oui. C'est ça. Donc, et sans écran, pour prendre soin de soi, pour faire de l'activité physique, pour faire d'autres activités qui nous font du bien, pour avoir un équilibre professionnel, famille versus famille aussi. Et je pense que c'est important de le faire. Maintenant, ce qui est difficile à appliquer, c'est que si on parle de loi, c'est que
les industries ont pas les mêmes horaires. Depuis la pandémie, plusieurs sont en télétravail, ne travaillent pas forcément au même fuseau horaire que la majorité des employés ou employeurs. Donc, de trouver un cadre, c'est quand même un peu plus complexe. Mais je pense que c'est quand même possible d'instaurer au sein d'une entreprise un cadre quand même en disant, bon, mais avant telle heure, après telle heure, où on n'exige pas que vous soyez connectés, ou il y a des stratégies qu'on peut quand même mettre en place pour justement réussir à garder cet équilibre-là qui est très, très important. Oui, parce qu'en télétravail, tu es dans la sphère du privé, là, donc on rentrait dans les maisons. Hein. Ouais. Il existe aussi les camps de désintoxication numérique. Est-ce que c'est efficace, Monsieur Biron, d'aller, je ne sais pas, une semaine dans le bois ou 3 jours dans le bois? J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est efficace? Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Là. Je peux en parler, mais est-ce que je peux vous dire oui ou non? Je ne crois pas. Ce que je pense, c'est que d'une part, c'est une bonne chose que les gens réfléchissent à leur utilisation, peu importe le fait de parler de désintoxication numérique ou tout ça, mais ce que ça suscite, en fait, efficace ou pas, c'est que ça suscite une réflexion, et puis peut-être que ça peut amener certaines personnes à avoir peut-être une utilisation qui est plus équilibrée, une utilisation qui est plus saine. Ceci dit, est-ce que c'est efficace? Je le sais pas. Les gens réinvestissent après ça peut-être les mêmes environnements. Et puis pour mesurer l'efficacité, c'est quand même assez compliqué. Là. Ça prend des groupes contrôle. Puis, oui, on entend le chercheur oui. Ouais. Mais pour la technoférence, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en défendre, Madame Meyer? Ben moi, je pense la première étape, c'est vraiment de prendre un pas de recul et de dire, est-ce que moi, comme personne, je me rends compte que j'en fais vivre? Est-ce qu'on me le dit? Est-ce que mes enfants, donc on parlait tout à l'heure avec Jean-François, est-ce que les enfants ont des comportements? Est-ce que mes conjoints, est-ce que ma famille, est-ce que mes amis me le nomment? T'es toujours sur ton écran, est-ce que tu peux le lâcher un peu, s'il te plaît? Et à partir du moment où on a ce désir-là de dire, OK, je vais essayer de voir si je peux améliorer mes relations, enfants, amicales, professionnelles ou amoureuses ou autres, il y a des trucs, mais c'est tout simple, hein? C'est juste de dire, je ferme mon cellulaire, je le mets de côté. Et je sais que ça peut paraître énorme pour plusieurs personnes, mais c'est de tenter. C'est de dire, c'est pas de tout changer du jour au lendemain. Une habitude numérique, tantôt, on faisait la comparaison avec peut-être des habitudes alimentaires. On peut pas tout changer. Si on veut tout changer en même temps, c'est un peu voie à l'échec, selon moi. Mais c'est d'essayer des moments, de dire, OK, bon, mais pendant les repas, pas d'écran. Si je suis au parc avec mon enfant, pas d'écran. J'essaye des petits moments, j'essaye de voir qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce qui me convient. J'expérimente. Oui, la technologie des petits pas, on va dire. Exactement. Ça comme ça. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Julie Meyer, coordinatrice de la campagne sociétale pour les familles de pause de Capsana, et de Jean-François Biron, oui, chercheur expert à la direction régionale de la santé publique de Montréal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez nos rediffusions de l'édition, particulièrement le jeudi. Et vous pouvez aussi la regarder sur le site de l'agence Science Presse à compter de jeudi prochain. L'émission a donc une page, et si vous l'aimez, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique